Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Chavi Chor, fondatrice de 3 SARL à Bergerac. Dans cette interview, nous allons explorer son parcours, ses défis et ses conseils pour cultiver un mental fort et résilient. Salut Chavi. Bonjour. Alors, je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur le podcast. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais un peu nous parler de toi et de ton parcours ? Au niveau de mon parcours, ayant vécu la guerre, la famine et séparée de mes parents à l'âge de 5 ans, que j'ai vécu le Khmer Rouge, une guerre civile au Cambodge. J'ai grandi en pensant que ces épreuves étaient la norme, que tout le monde pouvait s'en sortir. C'est avec ma famille paternelle cambodgienne que j'ai survécu à cet enfer, me forgeant une vision où ma réalité semblait ordinaire. Ok, bon, on reviendra un peu sur ton parcours de manière un petit peu plus précise. Si t'es ok, j'attaque toujours le podcast par un petit portrait qu'on dit portrait chinois, je sais pas si tu connais, sous la forme de quelques questions et ensuite à la suite de ça, on reparlera de ton parcours, on reparlera de tes différentes entreprises et également on parlera de la dimension mentale chez l'entrepreneur. Et du coup, on y va. Alors, si tu étais une saison, laquelle serais-tu et pourquoi ? Le printemps. Pourquoi ? Le printemps, je crois qu'il n'y a pas que moi qui aime le printemps. Il fait ni chaud, ni trop chaud, ni trop froid. J'ai l'impression que je revis au printemps. Voilà. Et l'hiver, en Dordogne, c'est plaisant aussi, l'hiver. C'est pas la région des truffes là-bas ? Alors, truffes, foie gras, tout ce que tu veux. Vin. Si tu devais choisir une couleur, laquelle te correspondrait le mieux et pourquoi ? Moi, c'est le vert. J'ai toujours aimé le vert. Le vert, pour moi, c'est de l'espoir. C'est la nature. Mais pour les spirituels, il paraît que le vert, c'est la couleur du diable. Eh ben, je m'en fiche. J'adore le vert quand même. Si tu devais choisir un livre, quel livre choisirais-tu et pourquoi ? Le livre, c'est Rémi sans famille de Hector Malot.
parce qu'elle me ressemble un peu, même beaucoup. Ouais, Rémi sans famille. C'est un beau film aussi. Mm. Oui, oui, oui. Oh non, c'est un dessin animé que j'ai regardé. C'est à la base c'est un livre et en fait il a été Oui, moi-même je le regardais quand j'étais plus jeune en dessin animé oui, oui. effectivement et c'est également un très beau film qui est sorti il y a quelques années et c'est Oui, avec comment ça s'appelle, Duteuil, non? oui exact avec ouais Mm. exact. Mais je crois que c'est tourné à Albi, il me semble, parce que j'étais en Albi et j'ai vu la scène, ça s'est passé là. Si t'étais une chanson, quelle chanson te correspondrait le mieux? Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Pourquoi celle-ci? Edith Piaf. Je pense que c'est une chanson très connue, ça. Oui oui bien sûr mais pourquoi celle-là? Celle-là, parce que souvent on me dit voilà, tu as trop travaillé, tu as fait ci, tu as fait ça, t'as pas bien profité de ta vie. Mais malheureusement, je suis obligée de passer par là pour avoir ce que j'ai actuellement. Ok, travail de labeur. Si t'étais un proverbe ou une citation, laquelle choisirais-tu pour résumer un peu ta philosophie de vie? Pour résumer ma philosophie, savoir donner, être toujours dans l'optimisme et il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Ok, ouais, c'est Ça vrai. va? Regardez le verre à moitié plein. Ok, bah écoute, c'était quelques questions pour te mettre en appétit, pour te mettre un peu dans le bain. Je te remercie. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ce parcours entrepreneurial? Pourquoi je suis entrepreneuse? En fait, je suis entrepreneuse malgré moi, hein. Quand je finissais mes études, j'ai voulu chercher du travail et malheureusement, j'ai pas trouvé de travail. Soit je suis pas assez diplômée, soit peut-être je suis à côté de la plaque, soit voilà, il y a le soit. Et puis un jour, j'ai écouté comment dire, la radio et j'ai entendu Bérégovoy et Bernard Tapie. Ils ont réussi avec rien. Donc c'est avec ce rien que j'ai pu créer des structures que avec de la matière grise. Parce que tout au début, j'ai voulu ouvrir une boutique, mais une boutique, ça demande beaucoup de frais, le local à payer, comment dire, créer un stock, acheter la trésorerie, etc. Et j'en ai aucun. J'ai pas d'argent. J'avais à peine 22 ans. J'avais ma mère à charge, ma sœur à charge. En fait, tout le monde est sur mon dos. J'avance avec des chaînes aux pieds, à la main, au cou. Ben, il y a que le cerveau qui fonctionne bien. Elle est libre. Donc, je me suis dit peut-être créer une société avec de la matière grise. Et du coup, ben, j'ai créé Presta Courtage, courtier en assurance, courtier en crédit et courtier en défiscalisation immobilière. Et donc, je suis la pionnière du process de courtage en crédit immobilier en 2000. Et à l'époque, quand j'ai voulu faire ça, tout le monde me disait que j'étais folle. J'ai dit, bah, c'est pas grave. Je serai la première folle à faire. Et bon, maintenant, tu vois, le courtage en crédit immobilier, bon, c'est connu, c'est parlé, c'est reparlé. J'ai toujours fait des choses avant-gardistes et on m'a toujours traité de folle. Et je dis, c'est pas grave, je le fais quand même. Oui, c'est vrai parce que moi C'est débordé. j'avais fait appel à un courtier à Marseille et ça date de 2006-2007. Donc effectivement, ouais, C'était en 2000 que j'ai mis en place, même avant 2000. Hein. non, ouais, puis de toute façon maintenant les gens font tous appel à un courtier, hein, maintenant quasiment. Hein. Oui, oui, oui. Bah, j'avais des articles qui parlaient de moi, mais quand tu avais 23, 24, t'as pas d'argent. Et tu sais que il ne suffit pas avoir des idées de génie.
Si tu n'as pas l'argent, tu n'avancerais jamais. Tu vois? Je dirais, à choisir, il faut mieux avoir de l'argent qu'avoir des idées parfois. Ouais, ou alors il faut avoir des gens qui suivent tes Ouais, oui, idées tu et sais, qui... les gens, ils vont pas te suivre si t'as rien, hein. Si t'es pas connu ou, si c'est c'est des très, très bonnes dur. idées, Hmm. si c'est des bonnes idées, il y a quand même pas mal de bonnes idées et pas mal de levées de fonds maintenant sur des entreprises. Oui, maintenant, mais bon, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'exigeants, hein. Par exemple, pour avoir un levée de fonds, il faut avoir des associés parce que la norme indique que tu ne peux pas réussir seul, il faut être en équipe. Tu vois? Du coup, ouais, J'essayais ouais. aussi d'avoir des levées de fonds, mais ils me demandent vous êtes avec qui, avec quoi, gna gna gna. Bon, malheureusement, moi je suis souvent seule avec des idées que je vois claires, de façon claire, et que parfois les gens ne voient pas. Effectivement. Alors du coup, ça c'est ta première entreprise. C'est quoi les deux autres? Les deux autres, en 2021, j'ai créé un organisme de formation, formation en situation de travail pour mener un diplôme d'État. Parce que dans tout ce que je fais, j'aime bien de l'innovation avec un impact sociétal. J'ai du mal à faire des choses où il n'y a pas de sens. Voilà, je sais pas faire. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à faire. Donc l'idée c'est que qu'il y a un apprentissage rapide, formation en situation de travail. Ok. Et du coup, la troisième? Et aussi parce que j'ai créé parce que j'adore apprendre. Voilà, c'est égoïstement parlant, c'était pour moi avant tout. J'ai dit qui peut mieux servir que par soi-même. Ben, c'est du coup l'organisme de formation. Ben là, je suis du matin au soir, j'apprends et j'adore ça. Donc le Ok. troisième, Oui. Le troisième. troisième, voilà. Donc en tant que chef d'entreprise, j'ai déjà butiné les réseaux entreprendre à plusieurs reprises et je me retrouve pas à ma place. C'est-à-dire que naturellement, je me sens isolée au milieu de la foule. Parler pour rien dire, j'ai du mal à agir. Puis les gens en général, ils sont entre eux, ils sont pas forcément ouverts à l'innovation et c'est des soirées très très tard. Parler pour rien dire, j'ai du mal parce que bon, tu sais quand ton cerveau il fonctionne 24 heures sur 24 et il entame encore jusqu'à minuit, 1 heure, c'est pas possible. Pour, tu sais que en tant que femme, après le boulot, on a encore notre boulot. Donc j'ai créé Unisson, un réseau entreprendre atypique. Je me suis dit, il y a bien des gens comme moi qui se sentent isolés, décalés, qui souhaitent se rencontrer d'autres personnes qui ont la même vision, qui se regardent, qui se comprennent ou qui envoient quelques mots-clés, l'autre connaît déjà la suite. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Que se retrouver parmi la foule et se sentir si seul. Que l'objectif, c'est qu'il y a une entraide entre nous et qu'on utilise Unisson comme comme une plateforme unique d'entraide pour tout, pour faire du business entre nous, certes, mais aussi pour être à l'écoute, pour être entouré de nos pairs. Enfin, c'est un vrai fourre-tout, quoi. Oui, c'est un échange de compétences aussi. Voilà, un échange de compétences, de formation, d'entraide pour les entrepreneurs, pour les chercheurs d'emploi, pour les alternances. Les gens atypiques se retrouvent entre eux pour ne plus se sentir si seuls et un peu rejetés de la société. Ok. Maintenant que tu nous as un peu expliqué là tes différentes sociétés, je reviens quand même sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Alors, qu'est-ce qui m'inspire? C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me valoriser. Au début, j'ai toujours pensé que les gens sont comme moi. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Mais
depuis peu de temps, je me suis dit, oui, j'ai traversé l'enfer sans savoir que j'étais en enfer et que j'ai traversé facilement sans me rendre compte. Donc, je viens de très très loin. Donc, parfois, je me comprends même pas parfois. C'est souvent les gens sont très jaloux de moi et je me suis dit, tu sais, moi, je préfère avoir ta vie que la mienne à choisir. Voilà. Donc, si je suis où je suis, c'est plus que mérité. Tu vois? Donc, Ouais, bien sûr. Après, si on revient sur ton histoire, tu me disais que t'es arrivé assez jeune en à France 12 ans, pour fuir la guerre, c'est ça? c'est-à-dire que à 5 ans, je suis séparée de mes parents dû à la guerre. Ma mère a été une femme extrêmement brillante, une femme d'affaires. Elle est partie en Thaïlande pour faire ses affaires et puis la frontière, elle est fermée. Tu vois, j'ai un peu du mal à parler de ma vie. Donc ensuite, elle a payé, comment dire, un passeur pour nous récupérer. Donc, j'ai fait plusieurs exodes. J'étais en camp de réfugiés en Thaïlande, sans toilette, sans rien, tu vois. Bon, j'ai du mal à parler ça. Ouais, c'est des souvenirs un peu difficiles, mais ça montre à quel point d'où tu viens en fait. Chacun a une histoire et souvent et c'est en ça que se construit un peu souvent la dimension psychologique par rapport aux épreuves qu'on a traversées ou en tout cas quand on est aussi jeune que tu l'étais, ça doit être quelque chose de pas simple Bah, à c'est-à-dire traverser, que quoi. ma mère, elle est chinoise et mon père, il est un peu cambodgien. Mais sa famille maîtrise plus le cambodgien que la famille de ma mère. Ma mère, elle est fille unique. Donc, tu sais, c'est comme les Allemands qui traquent les Juifs. Et ben là-bas, c'est exactement la même chose. Et quand moi, je parlais au début le chinois, après, on m'a obligé à parler le cambodgien. Après, quand je suis arrivée en Thaïlande, on m'a obligé à parler le thaïlandais. Après, en venant en France, on m'a obligé à parler le français. Et en peu de temps, on m'a obligé à parler l'anglais. Et en peu de temps encore, on m'oblige à parler l'espagnol. Et puis du coup, tu vois, je parle de tout et de rien à la fois. C'est un vrai mélange. C'est un vrai macédoine. Ce qui est intéressant, c'est que tu maîtrises Voilà, plusieurs langues plusieurs aujourd'hui. langues. Toujours Et intéressant. ben, dans ma famille, tout le monde parle plusieurs langues. Ma mère, elle parle 8 langues. Mon père, je crois, en 6. C'est un minimum 5 ou 6 chez nous. Voilà. On n'est pas français, Ok, on n'est ok. pas unilingue. Mais beaucoup d'Asiatiques, On à part les Asiatiques, en général, ils parlent entre une ou deux langues. C'est minimum. C'est un minimum requis chez Ouais, nous. après j'ai envie de dire, on est tous des citoyens du monde, hein, donc. Alors, on va parler de ton mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, comment tu le définirais, toi? Moi, le mental ou pas le mental, je ne savais pas qui je suis au départ. Maintenant, je pense que c'est la résilience. C'est grâce à la résilience que j'ai pu survivre dans ce milieu hostile et surtout dans cet enfer. Voilà. Parce que quand on aborde sa vie comme de la normalité, on se rend pas compte. Voilà, c'est vraiment de la résilience. C'est grâce à la résilience que je suis là. Et c'est grâce aussi à ma vision. J'ai toujours vu mes projets se dérouler en 3D sans forcément poser, tu vois, faire un business plan, faire ci, faire ça. C'est un déroulement comme un film. C'est plus axé sur la visualisation des choses. Comment tu aurais tendance à te préparer mentalement aux épreuves que tu rencontres? Au fait, préparer, c'est un grand mot. J'ai toujours abordé les difficultés comme si c'est la normalité, comme je t'avais expliqué.
dès ma naissance, j'ai une épreuve très dure à mener. Donc, je sais pas ce que c'est une vie paisible. Par contre, en venant en France, j'ai toujours voulu avoir une vie entre parenthèses comme des Français, c'est-à-dire Noël, avoir des vacances, faire la fête entre amis. Et ça, quand tu viens d'un pays ailleurs, c'est une mode de survie. Et on ne connaît pas l'oisiveté, les loisirs. Tu vois? Donc, pour moi, c'était la normalité. Donc, je ne vois pas ça comme une épreuve, mais quelque chose qui fait partie de moi. Est-ce que tu considères l'enthousiasme comme primordial pour avoir un bon mental? Avoir une pensée positive, il faut toujours être dans la positivité pour réussir dans l'entrepreneuriat, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand les gens ils disent ah bah les patrons, je dirais c'est quand même le patron qui fait vivre les salariés premièrement. Et après il faut faire la différence entre patrons et patrons. Vous avez des patrons à 4,40 et des patrons comme moi qui travaillent à en mourir et qui gagnent à peine le SMIC. Voilà, je dis la liberté de penser et elle est vraiment chère à payer. Moi, j'ai pas voulu être patron. Je suis patron malgré moi parce que vu ma particularité, j'étais éjectée. Je ne correspondais pas aux cases demandées par la norme. Donc oui, l'enthousiasme, il faut en avoir. Il faut se réveiller joyeux, il faut dormir joyeux, pour constamment se booster soi-même. Alors, on va parler de confiance, la fameuse confiance en soi, et également du droit à l'erreur. Comment tu penses avoir construit ta confiance en toi? Construire la confiance en moi, en fait, comme je t'ai déjà dit précédemment, en fait, j'ai cette chance que j'ai toujours des visions, pas des visions comme des voyants ou des visions comme Jésus. Je sais pas quoi te dire, c'est que j'ai une pensée holistique et j'ai des puzzles qui s'imbriquent l'une après l'autre et je le vois comme si c'est un déroulement normal. Et du coup, ben, j'ai toujours construit mes projets comme étant la normalité, donc dans la confiance. C'est vrai que les gens me disaient souvent que j'étais folle, mais j'ai quand même poursuivi mes projets parce que j'ai vu ce que je vois, même si je ne fais pas, je le vois arriver les années à venir. On peut dire que je suis visionnaire. Voilà le mot. Et quel rapport tu as au droit à l'erreur? Ah, ben, c'est sûr que quand on démarre, on est obligé d'avoir des erreurs. Mais si on n'a pas d'erreur, on peut pas le remanier, donc on peut pas progresser. Donc le droit à l'erreur fait partie du succès de l'entrepreneuriat. Cependant, il faut pas que dès que vous avez l'erreur, tout de suite vous levez le drapeau blanc. Non, il faut toujours le remanier. Pourquoi il y a cette erreur ou telle erreur? Voilà. Donc le droit à l'erreur, ben, bien sûr, tout le monde en a. On ne fait pas que des choses qu'on réussit de suite. C'est vrai. Il faut toujours le remanier. Le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler pour t'en affranchir Oui. Avant, je fais beaucoup d'efforts pour montrer aux gens que j'ai raison parce que j'ai vu. Voilà. Donc, je suis épuisée à toujours montrer aux gens que je suis pas con et ce que je vois, on peut le réaliser. Depuis 2020, j'avais cru que j'étais folle, je pensais que j'étais idiote, je voyais bien que j'étais trop en décalage avec la société. J'ai fait beaucoup de tests auprès des spécialistes et non sur Internet. Donc, il s'avère que je suis THPI, HPE, TSA et toutes les 10 qu'il faut. Les 10, les TDAH. Enfin, j'ai coché toutes les cases pour être un bon handicapé aux yeux de la norme. J'ai plusieurs 10, je suis TDAH, des troubles d'apprentissage. Enfin, j'ai coché tous les cases.
je me suis dit, si tous les handicapés sont comme moi, eh ben, il n'y aura pas de chômage. Hein. Vive le handicap alors. Si c'est ça le vrai handicapé invisible. Bon, moi, je pense que l'handicap invisible, pour moi, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt des difficultés. Mais ceci dit, qui n'a pas de difficultés? Même la famille royale ont des difficultés à partir de ce principe. On a tous des difficultés, effectivement. Comment la question qui me vient, que j'aimerais te poser, c'est comment tu as fait des tests pour connaître un petit peu toutes les difficultés dans Parce lesquelles que tu étais ici, tu confronté? sais, ce que tu y dis n'est pas valable. Il faut des preuves, les preuves pour même pour faire les ménages, il faut les diplômes. Tout ce que tu dis, il faut des preuves, des preuves. Donc tu n'as pas accès à la vérité de ce que tu as appris, de ce que tu sais. Tu vois, il faut toujours des preuves, des preuves, des preuves. Et tu sais que je travaille dans les activités réglementaires, assureur, finance, c'est des cases, hein. L'organisme de formation, c'est des cases. Donc, je suis un petit peu formatée aux cases. Donc, j'ai dit, OK, dans ce cas, allons faire tous les tests et les professionnels pour avoir ce fameux tampon, pour dire, voilà, Mhm. jeudi, et je vais le faire. Donc, c'est confirmé à chaque fois. C'est un coût de 400 € par case. Alors, Ah ouais, t'imagines? effectivement. Mm. Bon, moi, je me suis arrêtée à 5, hein, parce que ça m'a coûté la peau des fesses. Hein. Tu vois? Ok. De savoir qui on est. Maintenant, je ne regrette pas parce que il ne suffit pas de savoir qu'on est haut potentiel. Il faut savoir et reconnaître les caractéristiques. Ça permet de, je disais, lever le drapeau blanc en face des ethnies féroces, se cacher ou attaquer. Et quand on ne sait pas qui on a tendance d'être à la ramasse, reculer et tout au fond du trou, tu vois, au fond de la classe. Et quand on sait qui on est, eh ben, on regarde qui est en face de soi et on avance selon l'ethnie. Ok. Je dis savoir, c'est bien, mais connaître ses caractéristiques, c'est encore mieux. Effectivement, en tout cas, c'est toujours intéressant de se connaître pour savoir comment on fonctionne Oui, et pour pouvoir ensuite être adapté dans des situations qui demandent de savoir comment se comporter, s'adapter en fonction de qui on a en face et dans quel environnement on baigne. c'est important de se connaître soi-même, connaître les autres. C'est effectivement. On va parler de motivation. Quels sont les éléments, tes trucs à toi pour te motiver? Mes trucs à moi pour me Ouais. motiver. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu avais besoin de donner du sens. Est-ce qu'il y a d'autres Ah choses? oui. Déjà, sans sens, je sais pas. Je sais pas réaliser des projets. Tu vois, je suis pas si intelligente que ça finalement. Parce que sans sens, je sais pas quoi faire avec. Voilà. Je sais pas faire des projets où il n'y a pas de sens. J'ai besoin de faire un Ok. projet avec souvent un impact sociétal. Je sais pas pourquoi. Ce syndrome de sauver le monde. Bon, maintenant, avec l'âge, j'essaie de ralentir un petit peu. Des petits projets, j'arrive pas à me plonger. Donc, j'arrive pas à faire des choses petites. J'arrive pas à faire des choses où il n'y a pas de sens. Donc, tu vois, c'est pour ça que toutes mes sociétés, c'est des SARL. Tu sais, je paye des charges. C'est pas auto, hein. Ça casse un max. Si c'est petit, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Mais impossible de réaliser des projets, qui sont trop petits. J'arrive pas à me projeter, donc j'avance pas. Donc la motivation, c'est, écoute, Il y a des hein, gens qui aiment se fixer des défis. Est-ce que c'est ton cas? non, je dirais pas des défis. Souvent, pour battre l'ennui, c'est vrai que je crée beaucoup de choses. C'est pour, en fait, je ne suis ni ambitieuse, ni chercher des défis. Peut-être, maintenant que je réalise en vieillissant, c'est que
pense que c'est pour tuer l'ennui. Tu vois? Parce que comme j'apprends très vite, du coup, le boucle est bouclé, il est trop rapide et j'ai besoin de faire des projets complexes pour animer. Je peux pas rester tranquille. Ah ouais, je comprends. Et quand c'est trop facile, je ne trouve pas de sens. J'ai besoin de solliciter la matière grise pour faire des choses. C'est pas de ambition, je dirais. C'est tuer l'ennui. Ok. Alors, on va parler un peu de gestion des émotions. Est-ce que tu as déjà bah, connu du coup la pression? Enfin, souvent on parle de pression, on parle de stress. Comment toi tu la gères? Moi, c'était le jardin. J'adorais le jardin. J'adorais, c'est un endroit exutoire pour moi. Et je maîtrise aussi beaucoup de plantes médicinales. Voilà. Et j'ai l'impression que avec les plantes, ils savent nous remercier. Tu vois, quand tu t'occupes bien de lui, ils te donnent des fruits, des belles feuilles, des jolies fleurs. Ils savent te remercier. Que parfois, Ah, c'est vrai que le les jardin humains sont c'est très ingrats. Tu donnes beaucoup, t'as même pas de remerciement et t'as que de la jalousie. Ça me crée quand même de la peine. De la peine. Maintenant, je dirais, je suis neutre par rapport aux pensées de la jalousie que les humains me renvoient. C'est alors neutre. c'est vrai que le jardin c'est hyper gratifiant. Moi qui ai un jardin et qui ai planté ces dernières années pas mal de d'arbres fruitiers, alors c'est vrai qu'on est toujours content d'avoir des cerises, d'avoir des abricots, d'avoir des Oui, ils savent te pommes, des remercier, poires. ouais. Ouais, Moi, c'est c'est vrai que un exutoire extraordinaire parce que t'as l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression que je fais partie d'eux. J'ai l'impression que je leur parle. Ils me comprennent. C'est oui, fou, après ça. on fait pas on fait partie de l'être humain fait partie de la nature et pas l'inverse, hein. La Oui, nature était là avant nous, hein. voilà. Je me connecte 100% On fait avec, partie avec la nature. Ouais, c'est extraordinaire. on fait partie d'un tout. Mm. On va arriver sur une question, je pense que qui sera intéressante pour toi, c'est la concentration. Tu me disais que voilà, tu avais des difficultés à rester concentré. Alors quelles sont les techniques que tu utilises? Comment tu fais pour optimiser cette concentration? Alors, moi, comment ça se passe? Je suis extrêmement efficace le matin. Pour ça, je vois, je te fais l'interview le matin. Le matin, je peux résoudre toutes les merdes du monde. Je sais pas, j'ai l'impression que toutes les réponses sont là le matin. Très, très efficace. Donc, bien concentré. Début l'après-midi, en général, je fais que des choses où ça me sollicite pas de la concentration, mais je deviens presque un robot. Tu vois? Je fais des Mhm. choses que je maîtrise déjà, clac, 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 clac. Puis le soir, vers 18h, je suis vidée. Donc là, c'est la popote. Il y a pas de concentration. Voilà. Donc, lessivée, fatiguée, mais je suis toujours hyperactif, mais je fais des choses où il n'y a pas de concentration spécifique, que des tâches faciles. Voilà. Je me réserve le matin pour tout ce qui est compliqué. Ok. Ok. Puis après, tu décroches. Oui, décrocher. Voilà. Allez, j'ai une petite dernière question pour toi. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui. Fortement. C'est-à-dire que en général, quand je fixe un objectif, je suis obsédée. C'est terrible. Même moi, j'ai peur de moi-même. C'est- Donc, on me nomme l'avion de chasse. Donc, je poursuis mon gibier. C'est-à-dire, soit je travaille et je vais jusqu'au bout, je tue, soit je ne travaille pas, je fais rien. Voilà, c'est l'extrémiste. Voilà, parce que parfois, quand il y a des problèmes, il faut aussi tout de suite voir sur l'état du moment où se trouve ta force. Tu vois?
c'est préserver avant tout sa santé mentale, parce que quand on n'a pas la santé mentale, on n'a plus rien. Déjà la santé tout court, c'est important, voilà. Donc, qu'elle soit physique ou psychologique. Oui, la santé tout court. Mais pour moi, la mentale, c'est celle qui drive quand même le reste. Quand t'as pas ici, là, si ton cerveau il est en fragilité, c'est terrible. Donc, il est important de sauver sa santé mentale avant le reste. Parce que si vous êtes bien dans votre tête, écoute, ce sera un beau message de la fin de notre épisode. Merci beaucoup, Chavi, pour ton temps et pour cette interview. Écoute, j'invite les auditeurs les auditrices qui voudraient en savoir un petit peu plus sur tes activités, à tout simplement aller sur LinkedIn. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Bonne continuation dans tes activités et bonnes vacances, peut-être, si t'en prends. Oui, je prends un Ok, alors attends, je fais souvent la fête chez moi en ce moment. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.